En janvier 1945, dans la ville de Strasbourg, à peine libérée depuis 6 semaines, quelque chose d'impensable était en train de se produire. Un général allié venait de donner l'ordre d'abandonner la ville aux Allemands. 250 000 civils alsaciens allaient y se retrouver de nouveau sous la botte nazie. Et la radio allemande annonçait déjà, avec une satisfaction à peine dissimulée, que la croix gammée flotterait bientôt de nouveau sur la cathédrale. Ce soir-là, un seul homme s'y est opposé, et ce qu'il a dit et ce qu'il a fait dans les heures qui ont suivi a changé le cours de l'histoire. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la réponse à la question principale est dans les dernières minutes. Et si vous ne connaissez pas encore notre chaîne L'Appel de la France, c'est le moment de vous abonner, vous ne le regretterez pas. Le 23 novembre 1944, la 2e division blindée du général Leclerc entre dans Strasbourg. Après 4 ans d'occupation nazie, après des années de persécution, d'enrôlement forcé dans la Wehrmacht, après que les Alsaciens avaient été arrachés à la France et contraints de parler allemand dans leur propre maison, de changer leur prénom français pour des équivalents germaniques, de se taire dans la langue de leurs ancêtres, le drapeau tricolore monte enfin sur la flèche de la cathédrale. Ce moment avait une signification qui dépassait largement la victoire militaire. Leclerc avait prononcé en mars 1941 à Koufra, en Libye, un serment devant ses hommes, ne pas déposer les armes avant que le drapeau français ne flotte sur Strasbourg. Ce serment, prononcé dans le désert africain avec une poignée de soldats des forces françaises libres, était devenu le symbole de toute la résistance française. Pendant 3 ans, il avait traversé les campagnes d'Afrique du Nord. Le débarquement en Normandie le 1er août 1944, la libération de Paris le 25 août, la traversée de la France d'ouest en est à une vitesse qui stupéfiait les états-majors, et ce 23 novembre, il était tenu. Les habitants sortent dans les rues en larmes, des femmes embrassent les chars, des vieux hommes qui avaient connu 1918 pleurent sans retenue sur les trottoirs. Le spahi Maurice Lebrun hisse le drapeau tricolore en haut de la flèche de la cathédrale, un drapeau improvisé avec un drap blanc, de la teinture bleue et un bout de tissu rouge découpé dans une bannière nazie. La cathédrale, debout depuis 9 siècles, retrouve enfin ses couleurs. Strasbourg, après des décennies d'arrachement, allemande après 1870, française après 1918, allemande de force après 1940, redevenait enfin française. Pour De Gaulle, qui avait tout misé sur l'idée que la France combattante existait, que la France libre n'était pas morte en juin 1940, que la résistance n'était pas un acte vain, mais la seule posture honorable, cette libération était une confirmation de ce en quoi il avait cru quand personne ne le croyait. Quand Roosevelt et Churchill le traitaient d'âne comme un général sans armée, quand Vichy le condamnait à mort par contumace, quand le monde entier semblait avoir accepté que la France était hors jeu, mais la victoire allait se révéler plus fragile qu'elle n'y paraissait. Et les menaces ne viendraient pas seulement des Allemands. Écrivez en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Cela aide vraiment le développement de notre chaîne et ça nous touche sincèrement. À peine Strasbourg était-elle libérée que la situation militaire globale se dégradait à une vitesse que personne n'avait anticipée. Le 16 décembre 1944, Hitler lance une offensive massive dans les Ardennes belges. C'est l'opération Wacht am Rhein, la garde sur le Rhin. 130 000 soldats allemands déferlent sur un front de 150 km, surprenant complètement les Alliés. Bastogne est assiégée, les Américains reculent, la panique s'installe dans les états-majors. Pour faire face à cette crise dans les Ardennes, le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Europe, doit redistribuer ses troupes en urgence. La 3e armée de Patton pivote vers le nord pour aller débloquer Bastogne. La 7e armée américaine doit s'étirer pour couvrir le vide laissé. Et dans la nuit du 31 décembre 1944 au 1er janvier 1945, l'Allemagne frappe à nouveau en Alsace avec l'opération Nordwind, le vent du Nord. 21 divisions allemandes, dont des unités Panzer d'élite, attaquent sur le front alsacien. L'objectif, reprendre Strasbourg. Eisenhower analyse la situation avec la froideur d'un stratège. Ses troupes sont surétirées, ses réserves sont engagées dans les Ardennes. Tenir tout le nord de l'Alsace est militairement risqué. Sa conclusion est logique, presque inévitable, selon la doctrine militaire américaine. Il faut se replier sur la crête des Vosges et abandonner temporairement Strasbourg. L'ordre est donné au général Jacob Devers, commandant le 6e groupe d'armée. Les troupes américaines commencent à se repositionner. Strasbourg, libéré depuis 6 semaines, va être livré aux Allemands. Eisenhower écrit même à son subordonné Patch, commandant la 7e armée. Les divisions doivent se diriger vers les pentes des Vosges pour l'aube du 5 janvier, sans se préoccuper des répercussions politiques de cette décision. Sans se préoccuper des répercussions politiques.
Ces 5 mots résument tout ce qu'Eisenhower n'a pas compris ou qu'il a choisi de ne pas comprendre. C'est alors que la nouvelle parvient au général de Lattre de Tassigny, commandant la première armée française. De Lattre comprend immédiatement ce que cela signifie. Il exprime son désaccord à deux vers, respectueusement mais clairement. Puis il rend compte sans délai à Paris, au général de Gaulle, et là, quelque chose se passe qui va changer tout le reste. Si vous appréciez cette chaîne, c'est le moment de vous abonner et de laisser un like. Cela nous aide énormément à continuer à vous raconter ces histoires qui méritent d'être connues. De Gaulle reçoit l'information dans la nuit. Il comprend en quelques secondes ce qu'Eisenhower n'a pas saisi ou ce qu'Eisenhower a délibérément choisi d'ignorer. Strasbourg n'est pas une ville comme les autres. Elle n'est pas un point sur une carte militaire. Elle est le symbole de tout. De la résistance française, du serment de Koufra, de ce pourquoi des milliers d'hommes sont morts depuis 1940. Si Strasbourg retombe aux mains des Allemands, ce n'est pas seulement une ville qui est perdue. C'est la légitimité de la France libre entière qui s'effondre. C'est de Gaulle lui-même, son pari, son obstination, son refus de la capitulation qui est réduit à néant. Et il y a autre chose, quelque chose de concret et de terriblement humain. Les 250 000 Alsaciens de Strasbourg savent ce qui les attend si les Allemands reviennent. En 6 semaines de liberté retrouvée, ils ont parlé, ils ont dénoncé des collaborateurs, ils ont aidé les résistants. Les Allemands ont leur liste. Une Strasbourgeoise interrogée plus tard dira simplement « Après 3 ans de peur permanente, avoir vécu 6 semaines de liberté et croire qu'ils allaient revenir, c'était au-delà de mes forces. De Gaulle ne dort pas cette nuit-là. Il rédige une lettre pour Eisenhower, puis il convoque une réunion de crise. Puis il prend sa décision, la seule décision possible pour un homme comme lui. Le 2 janvier 1945 au matin, De Gaulle envoie à Eisenhower une lettre dont le ton est sans équivoque. Il lui fait part de son opposition formelle à l'abandon de Strasbourg et il ajoute quelque chose qui relève du coup de force. Il retire la première armée française du commandement allié et ordonne au général de Lattre de défendre Strasbourg, avec ou sans l'accord américain. C'est une décision qui, dans le cadre rigide d'une coalition militaire, est proprement inouïe. De Gaulle vient de dire à Eisenhower que les Français allaient faire ce qu'ils voulaient, quelles qu'en soient les conséquences. Eisenhower réagit comme on peut l'imaginer. Il est furieux. Il indique à Devers de ne plus assurer le soutien logistique de la première armée si elle sort du commandement allié. Munitions, vivres, carburant, plus rien. De Gaulle rétorque qu'en cas de conflit ouvert avec les forces françaises, il serait contraint d'interdire aux Alliés l'usage des réseaux routiers et ferroviaires français pour leur logistique. Ce sont les artères vitales du ravitaillement allié en Europe. Sans les routes et les voies ferrées françaises, des centaines de milliers de soldats américains sont coupés de leur base. C'est une menace d'une gravité absolue. Et tout le monde sait que De Gaulle est capable de la mettre à exécution. Le 3 janvier, la crise atteint son paroxysme. Une réunion est convoquée d'urgence au Trianon Palace à Versailles, au quartier général suprême allié, le CHAEF. Autour de la table, Eisenhower, De Gaulle et Winston Churchill, qui a fait le déplacement depuis Londres parce qu'il comprend que l'avenir de la coalition est en jeu. Le général Alphonse Juin, chef d'état-major français, a lui-même pris l'initiative d'appeler Churchill, lui demandant de venir coprésider cette réunion, car il avait compris qu'il était le seul à pouvoir faire le pont entre les deux logiques incompatibles. La réunion est tendue, électrique. De Gaulle entre dans la salle et ne desserre pas les mâchoires. Il a apporté une lettre. Dans cette lettre, il écrit qu'il est prêt à masser toutes les forces françaises autour de Strasbourg, dût-il perdre toute son armée, plutôt que d'abandonner la ville sans combat. Des mots d'une gravité absolue que seul un homme qui les pense vraiment peut écrire. Churchill prend la parole, il plaide pour Strasbourg. Il explique à Eisenhower ce que De Gaulle lui a déjà dit, que l'enjeu n'est pas seulement militaire, qu'il est politique, que la France est une nation alliée sur le sol de laquelle se déroule cette guerre, que la perdre comme partenaire fiable aurait des conséquences qui dureraient bien au-delà de cette bataille. Eisenhower écoute, il réfléchit. Et quelque chose change dans la pièce. Ce qu'Eisenhower va faire ensuite révèle quelque chose sur lui que ses mémoires tentent de minimiser, mais que les faits établissent clairement. Il était militairement dans son droit. Ses arguments tactiques étaient fondés. La retraite vers les Vosges avait une logique défendable, mais il comprend dans cette salle que la logique militaire pure n'est pas le seul critère, et que De Gaulle ne cédera pas. Pas sur ça, jamais. Il comprend aussi, et Churchill l'y a aidé, que l'utilisation des réseaux routiers et ferroviaires français n'est pas un bluff, que les conséquences d'une rupture avec la France seraient catastrophiques pour l'ensemble de l'effort de guerre allié,
Que perdre la coopération française sur le sol français, c'est risquer de perdre la logistique de centaines de milliers de soldats américains et britanniques. Le prix de l'obstination serait trop élevé. Eisenhower annonce qu'il modifie ses ordres. Strasbourg sera défendue. La première armée française prendra en charge la ville avec le soutien rétabli de la logistique américaine. Le général de Lattre de Tassigny peut annoncer aux civils strasbourgeois ce qu'il annoncera effectivement quelques heures plus tard d'une phrase sobre qui restera dans les mémoires. Libéré par des Français, Strasbourg sera défendu par des Français. Dans les rues de Strasbourg, où les gens attendaient en silence derrière leurs volets fermés, la nouvelle se répand comme un souffle de vie retrouvée. Ce qui suit est une bataille d'une dureté extrême. Du 5 au 25 janvier 1945, les Allemands frappent sans relâche. À Gamsheim, à 20 km au nord de Strasbourg, ils franchissent à nouveau le Rhin et établissent une tête de pont. À Haguenau, les combats font rage. À Illkirch et Lingolsheim, les bombardements réduisent des quartiers entiers en ruine. La 3e division d'infanterie algérienne du général Guillaume tient les positions avec des pertes terribles. Les FFI, les forces françaises de l'intérieur, combattent aux côtés des soldats réguliers. Les civils strasbourgeois, pour la 2e fois en 6 semaines, vivent sous les obus. Mais Strasbourg tient. Le 23 janvier 1945, l'offensive allemande Nordwind est officiellement stoppée devant Strasbourg. Les Allemands n'ont pas repris la ville et ne la reprendront jamais. Le 2 février, Colmar est libéré. La poche de Colmar, dernier bastion allemand sur le sol français, est éliminée. L'Alsace est définitivement française. De Gaulle se rend à Strasbourg. Il parcourt les rues à pied, dans une ville à moitié en ruine, sous les acclamations d'une population qui a survécu à 4 années d'occupation et à 2 mois de siège. Il prononce ces mots. Il ne croit pas qu'aucun morceau de la France, si blessé et si mutilé qu'il ait été par les événements, ait été plus durement traité que la chère Alsace, et en particulier le très cher Strasbourg. Ce que De Gaulle avait compris et qu'Eisenhower avait failli ne pas comprendre, c'est qu'il existe des villes qui ne sont pas seulement des villes. Des lieux qui incarnent quelque chose de si profond dans l'identité d'un peuple qu'on ne peut pas les traiter comme de simples variables dans une équation militaire. Strasbourg, pour la France, était une de ces villes. Depuis 1870, depuis la première défaite contre la Prusse, depuis que l'Alsace avait été arrachée à la France et que les Alsaciens avaient été contraints de devenir allemands contre leur gré, Strasbourg représentait la blessure originelle. La cathédrale, visible depuis des kilomètres à la ronde, était le symbole de tout ce qui avait été perdu en 1870 et retrouvé en 1918, avant d'être perdu encore en 1940. 2 fois arraché, 2 fois revenu. Et cette 3e fois, De Gaulle avait décidé que ce serait la dernière. De Gaulle l'avait dit clairement à Eisenhower dans cette salle à Versailles. Il y a des décisions qui ne se prennent pas à la règle et au compas. Il y a des réalités politiques et morales qui dépassent la tactique militaire. Un général qui ne comprend pas ça peut gagner des batailles et perdre la guerre, pas la guerre militaire, mais la guerre de ce qui suit. La guerre de la paix, la guerre de la reconstruction, la guerre du sens. Et si la France sortait de la Seconde Guerre mondiale en ayant laissé Strasbourg retomber une 3e fois aux mains des Allemands, même temporairement, même pour des raisons militaires parfaitement rationnelles, aucun Français ne l'accepterait. Les blessures de 1870 et de 1940 se superposeraient en une plaie qui mettrait des générations à cicatriser. Eisenhower a fini par le comprendre, et il faut lui accorder ce mérite. Quand il a compris, il a changé d'ordre. Il n'a pas laissé son ego de commandant suprême l'emporter sur la réalité. C'est peut-être pour ça que la coalition a tenu, parce que des hommes, dans des moments critiques, ont su mettre de côté leur orgueil pour voir plus grand. Eisenhower lui-même, dans ses mémoires, reconnaîtra plus tard que De Gaulle avait raison, que les arguments politiques de l'homme du 18 juin avaient aussi finalement une dimension militaire qu'il avait sous-estimée. Le réseau logistique français, si les Français l'avaient fermé par représailles, aurait effectivement mis en péril l'ensemble de l'effort allié sur le front ouest. De Gaulle n'avait pas bluffé, et Eisenhower, à la réflexion, s'en rendait compte. Mais sans De Gaulle, sans ce refus absolu, sans cette lettre au ton de défi, sans cette menace parfaitement calculée de paralyser la logistique alliée, sans ce coup de force audacieux qui aurait pu briser la coalition, mais qui, au contraire, l'a sauvée en la forçant à prendre en compte ce qu'elle ne voulait pas voir. Strasbourg aurait été abandonné. Les 250 000 Alsaciens auraient manqué vu les Allemands revenir avec leur liste. Les représailles auraient été effroyables. Et la France, qui venait de retrouver sa dignité en libérant Paris en août 1944, l'aurait perdu de nouveau, non pas sous les coups de l'ennemi, mais sous les décisions de ses alliés.
De Gaulle avait dit, des années plus tôt, que la France ne pouvait être la France sans la grandeur. Ce n'était pas une formule rhétorique vide, c'était une conviction profonde sur ce qu'est une nation. Une nation n'est pas seulement un territoire délimité sur une carte et une administration qui gère ses affaires courantes. C'est une idée de ce qu'on est, de ce à quoi on croit, de ce qu'on ne peut pas perdre sans se perdre soi-même. Et cette idée a besoin d'être défendue non seulement contre ses ennemis déclarés, mais parfois aussi contre ses amis, quand ses amis n'ont pas compris ce qui est vraiment en jeu, ou quand ils ont décidé que c'était moins important que leurs propres calculs. Dans les archives soviétiques, déclassifiées après la guerre froide, les services de renseignement de Moscou qualifiaient De Gaulle de personnalité la plus difficile à prévoir de toute la coalition alliée, pas parce qu'il était imprévisible dans ses caprices, mais parce qu'il obéissait à une logique que les stratèges purement militaires ne savaient ne pas intégrer dans leurs calculs. La logique de ce qu'une nation est, de ce qu'elle doit être et de ce qu'elle ne peut pas, sous aucune circonstance, accepter de perdre sans se perdre elle-même. Une logique qui n'apparaît dans aucun manuel de stratégie militaire, mais qui détermine parfois l'issue des guerres plus sûrement que n'importe quelle manœuvre de blindés. Strasbourg avait été libéré le 23 novembre 1944. Strasbourg était menacé le 1er janvier 1945. Strasbourg a été sauvé le 3 janvier dans une salle de réunion au Trianon Palace à Versailles par un homme seul qui a regardé le commandant suprême de la coalition alliée dans les yeux et lui a dit non. Un non clair, argumenté, soutenu par une menace crédible et une détermination que personne dans la salle ne pouvait mettre en doute, et qui était prêt à en assumer toutes les conséquences, y compris celle de perdre le soutien américain et de combattre seul si nécessaire. La cathédrale de Strasbourg est debout, le drapeau tricolore y flotte depuis ce jour-là sans interruption. Et si vous vous demandez encore ce que De Gaulle a dit au général qui voulait abandonner Strasbourg aux Allemands, il lui a dit exactement ce que la France elle-même aurait dit si elle avait pu parler d'une seule voix. Il lui a dit que certaines choses ne se négocient pas, que certaines villes ne s'abandonnent pas, que certains moments de l'histoire exigent qu'on tienne bon, même seul, même contre le bon sens apparent, même quand tous les arguments rationnels semblent pointer dans l'autre direction. Parce que la raison ne dit pas toujours tout. Et que ce que la raison ne dit pas, la France, elle, le sait. Écrivez en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à l'Appel de la France, c'est le moment de le faire maintenant. Chaque semaine, nous vous racontons une page d'histoire française comme elle mérite de l'être, avec les faits, les noms, les dates et tout ce que les manuels scolaires oublient souvent de dire. Abonnez-vous, laissez un like et on se retrouve très bientôt. Parce que certaines histoires, une fois entendues, ne s'oublient pas.